d'accord? On vous entend, on vous entend. C'est bon comme ça? Alors, la lecture, à quoi bon? Pourquoi poser la question? La question ne pourrait ne pas se poser tant il est vrai que la lecture en médiathèque est une pratique qui va de soi. Alors, si nous nous posons cette question, la lecture, à quoi bon? C'est que des doutes surgissent ou des critiques se font jour sur le sens ou la légitimité de la lecture aujourd'hui, époque où le livre sous sa forme codex n'est plus l'unique support de la lecture de texte et où le nomadisme informatique pourrait laisser entendre que la médiathèque n'a plus vraiment d'usage, de fonction et de rôle dans la cité. Poser la question ainsi, la lecture à quoi bon, revient à dire est-ce qu'il est bon de lire, ou bien encore est-ce que lire nous fait tenir bon, c'est-à-dire résister à ce qui perturbe, stresse, dépersonnalise, violente, en un mot, nous fait mal. Dire les choses de cette manière, c'est prendre la mesure de l'intérêt de la lecture. Mais on pourrait rétorquer que la lecture est une perte de temps, qu'elle ne sert à rien, que nombre de civilisations n'ont pas connu l'écrit, tant il est vrai que l'écrit est le lieu même de la lecture. Mais gardons en tête cette parole de Amadou Hampâté-Bâ, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pour tenter de répondre à la question, je propose de partir de deux axes de réflexion découverte. L'un que j'appellerais vertical, qui a à voir avec l'étymologie, l'histoire du mot lecture à travers les âges. L'autre que je nommerai horizontal témoignera de ce qu'il faut entendre par la lecture. Cette double approche nous permettra de disposer d'une base sérieuse de réponse à la question qui nous occupe, la lecture à quoi bon? Donc aux sources du mot lecture, lecture verticale. Le mot lecture possède une longue histoire, même si c'est au XIVe siècle que le terme lectura est popularisé, issu du latin médiéval. Mais dans l'Antiquité, le mot lire, lego, existait dans la langue grecque avec un double sens. Le premier signifie rassembler, cueillir, choisir. Le second, dire, lire, parler, dans cet ordre. Ce double sens se retrouve dans la langue latine, où on distingue dans le mot lego, 1. Ramasser, cueillir, 2. Enrouler, pelotonner, C. Donc 3. Parcourir, dans le sens de parcourir un lieu, et quatrièmement, choisir. Et un sens figuré qui se décline ainsi, 1. Recueillir par les oreilles, 2. Recueillir par les yeux, 3. Lire, 4. Lire à haute voix. Remarquons que ramasser est lié aux olives et cueillir aux cerises, deux fruits possédant une valeur nutritive et bienfaisante, mais les cerises aussi. Et lectio, lecture, toujours en latin, signifie 1. L'action de ramasser, de recueillir, la cueillette, 2. La lecture, ce qui est lu, le texte même, et 3. Le choix. Quant à lecteur, il est d'abord le lecteur qui lit pour soi et ensuite le lecteur qui lit à haute voix pour le compte d'autrui, donc pour quelqu'un d'autre. En passant, et vous verrez pourquoi je le signale déjà, nous pouvons nous réjouir que le mot en langue allemande pour dire lire et lecture soit exactement le même, les N, qui signifie ramasser, mais aussi glaner, glanage, cueillette, et aussi triage. Deuxième sens, lire et lecture. Si on ramasse ce que nous venons de dire, nous voyons déjà la riche histoire de la lecture. Cueillette par la main, les oreilles et les yeux, être dans le texte, être le texte, choisir, apparaissent comme des valeurs positives. La lecture, qu'est-ce qu'on entend à son sujet? Lecture horizontale. Au commencement, il y a l'écrit, les mots écrits, l'écriture, et puis une langue. Il est possible de lire des mots, des lignes, des chapitres entiers sans comprendre le moindre terme, la langue étant inconnue. Il reste alors la musique des mots, des mesures peut-être, des sons captivés, capturés. On connaît cela aussi quand on écoute des textes en langue étrangère.
On peut être séduit sans pour autant comprendre, sans même prendre en compte le timbre d'une voix ou sa hauteur. Donc la lecture implique une familiarité avec la langue et d'une certaine manière une maîtrise technique de l'organisation du texte, sauf l'exception du poème, pour bien sentir et savoir ce qu'on lit. Lire, c'est savoir se perdre dans l'écrit, adhérer aux situations créées, accepter de devenir personnage de roman si le livre est une fiction, agir par-delà ce n'être réel et s'offrir des potentialités insoupçonnées. S'il s'agit d'un documentaire, la lecture est analyse, critique et synthèse du texte entrepris, la plume à la main. La lecture est donc action. La lecture est action car elle fait naître des lieux, des moments, des objets, des êtres, des émotions, des sentiments, des pensées, du mouvement, des accélérations, de la lenteur, du souvenir. La lecture porte littéralement le lecteur ailleurs, au plus profond de soi, au plus intime, au plus secret, comme au plus loin, au plus étranger, à la plus grande énigme, celle de l'univers dans son immensité ou dans sa dimension infinitésimale. La lecture est passion, car elle sollicite l'abandon et la perte dans un texte ravissant qui nous transporte dans un monde merveilleux ou tragique, fantastique ou dramatique. La lecture est cet espace où l'on s'enfuit, où l'on s'enfuit. Entrer vraiment complètement dans un texte, c'est s'offrir le luxe de plonger au cœur du récit, d'y couler du bon temps, pour ensuite en sortir comme apaisé ou en colère, selon l'histoire contée. La lecture est une aventure solitaire, dans la mesure où elle implique le retrait d'avec l'environnement immédiat, mais elle est aussi une aventure sociale, avec soi-même et avec les autres. Le poète Yves Bonnefoy dit joliment ceci: lire est devenu une responsabilité. S'il est une forme littéraire qui accomplit pleinement l'action et la passion, c'est bien la lecture d'un poème. Le lecteur doit lever les yeux du texte, des mots, des vers, sortir du poème pour mieux le retrouver. La lecture du poème est ouverture sur le monde, et dans cette fenêtre sur le monde s'inscrit l'aventure sociale de la poésie. Autrement dit, la lecture du poème est interruption pour entendre à demi-mot le lien qui se noue entre l'image et le réel, la nomination et la représentation. L'interruption de la lecture qui témoigne, je cite Bonnefoy, de l'affleurement de présence du lecteur, est aussi bien une rencontre avec le poète qui, je recite Bonnefoy, attend du lecteur qui cesse à des moments de le lire. Le lecteur du poème fournit son élan propre, et cet élan dans les mots, vers plus que les mots, est aussi un geste de communication, un acte de solidarité avec celui qui écoute le poème s'écouler, fluide, puissant. Lever les yeux de la page de son livre pour recharger les mots de nos souvenirs, je cite Bonnefoy encore, c'est accomplir un acte d'existence où le lecteur devient créateur et l'auditeur inventeur d'une relation compassionnelle, c'est-à-dire une relation où se joue une passion vécue ensemble, en compagnie, en harmonie. Pourquoi avoir pris le poème comme texte de référence? Pour essayer d'entrevoir le sens de la lecture. Tout simplement parce que le poème est un genre littéraire qui parle à chacun d'une manière ou d'une autre. Quand bien même le lecteur ne saurait posséder le moindre rudiment de la construction poétique, il est dans la capacité de sentir et d'éprouver le sens du poème. On le voit bien dans les prisons, par exemple, où le taux d'illettrisme est très élevé. Le poème reste un genre très populaire avec de multiples usages qui vont de la lecture à soi-même ou pour le compagnon de cellule, mais aussi parfois de l'imitation à l'adaptation singulière, comme l'être à la femme aimée, autre exemple. La lecture, action et passion, aventure personnelle, intime et sociale. C'est déjà une première proposition de réponse à la question posée par les bibliothécaires lorsqu'elles formulent la chose de la manière suivante: quelle est la place du livre et de la lecture dans la vie? Comme nous le voyons, la lecture tient une place essentielle. Approfondissons le sujet. Nous avons vu que la lecture suppose l'écriture,
On lit ce qui est écrit, et ce qui est écrit n'est pas seulement ce qui est écrit. Il y a l'au-delà de l'écrit. Mais pour qui l'écriture ne serait pas celle d'un poème, mais pour qui l'écriture, qui ne serait pas celle d'un poème, apparaîtrait d'emblée comme difficile, incompréhensible, étrangère à l'environnement de la personne, le sentiment dominant peut se révéler non une liberté, un bonheur, un bien-être, mais une mise en danger, une anxiété, une angoisse. Il s'agit alors de favoriser des conduites qui permettent d'instaurer un temps d'apprentissage, et dans le mot apprentissage il y a sage, de sagesse en train de s'éprendre, qui aboutissent à dompter sa peur en dégageant une distance entre l'écrit et la pulsion. Il importe donc de choisir un texte où des mots connus soient des repères, créant des liens de certitude qui engendrent une sûreté et une assurance pour aller vers d'autres mots et une appropriation générale du texte. C'est ainsi que se crée la pensée, le sentiment, l'émotion, et que disparaissent toutes les expressions de défense qui parasitent la construction de la lecture, comme les exclamations ou les ponctuations de propos, mais qui jouent le rôle souvent de paroles rassurantes. Car la lecture est une sorte de construction qui permet au lecteur de découvrir sa voie d'identité. Dire cela, c'est aussi bien s'aventurer du côté du lire et du délire. La lecture, on pourrait dire que c'est une bonne tension. C'est une tension, mais une bonne tension, dans tous les sens que vous voulez bien accorder au terme. Lire est une mémorisation visuelle d'une représentation verbale qui, elle, est en soi acoustique. Quand nous lisons, nous voyons des mots qui sont comme un reste mnésique de ce qui a été entendu, des traces qui permettent d'atteindre les choses. Lire, c'est mettre en mouvement deux types de représentation, la représentation de la chose et la représentation du mot. C'est en cela que la lecture est mouvement, et ce mouvement, la lecture, permet de perpétuer en actualisation de façon permanente la tension existante entre le mot et la chose. Si la lecture n'était pas tension, le mot pourrait devenir une sorte de coquille vide, un joli objet de l'être organisé. Lire, c'est faire résonner les mots et les choses, et c'est aussi peut-être cela que l'on appelle la vie. Lire, c'est glaner des mots, des lignes qui fassent écho aux situations, aux espaces, aux moments, de sorte que le lecteur puisse élaborer son théâtre privé, où il se fondra avec plus ou moins d'insistance, selon que le récit sera à la première personne, à la troisième personne, voire la seconde ou la première personne du pluriel. Je voudrais m'arrêter sur le mot glaner. Glaner, vous l'avez vu, c'est un terme qu'on retrouve dans la langue allemande, signifie ramasser, recueillir, comme nous l'avons vu. Et je fais une petite parenthèse pour évoquer, peut-être que ça vous parlera. Est-ce que vous avez vu éventuellement le film Les Glaneuses? Oui, le film d'Agnès Varda. Les Glaneuses, c'est un film intéressant, parce que Agnès Varda explique, réalisatrice mais aussi finalement actrice dans son film, le code pénal à la main, que ce qui peut être ramassé est licite. Et ce qu'on cueille comme ça, en général, est organisé d'une manière légale, de telle sorte qu'on ne puisse pas voler, éventuellement le fruit, mais aussi quoi que ce soit. Donc, si on fait ce geste de bas en haut, on est dans une grande liberté et on n'a pas de problème avec le code pénal. Le mouvement inverse peut engendrer un certain nombre de situations désastreuses pour la personne. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc le mot glaner, il faut le garder en tête parce que c'est vrai que quand on parle de lecture, souvent on oublie ça. On glane. Lire a donc à voir avec la liberté. Et la lecture n'est pas un fruit défendu. Lire est affaire de langage, c'est une activité diurne dont la figure en miroir est le délire, activité nocturne de l'inconscient dont on sait qu'il est structuré comme un langage.
Mais comme un langage ne veut pas dire qu'il soit du langage comme celui qui nous permet de lire. Délire, c'est stopper la lecture pour laisser aller le rêve et ce qui va avec. Cette faculté de suspendre le lire, la lecture, c'est ce qui permet de s'ouvrir à soi et aux autres, les autres ayant besoin de notre capacité à rêver et à inventer. Ce mouvement lire-délire que nous avions déjà repéré dans la lecture du poème, nous le retrouvons dans un champ élargi, car l'homme est un être de rêve, et cette capacité à se mouvoir dans un temps de lire-délire permet d'éviter de sombrer dans la consommation, car consommer, c'est se consumer, c'est-à-dire tendre vers le néant sans laisser de traces. Au fil de cette exploration verticale et horizontale, nous voyons bien que la lecture est une richesse infinie, nourrissant la